Carnet de vol en apesanteur aujourd'hui. Cette sensation unique de flotter dans l'espace, de ne plus sentir son poids, ni même son corps. Celle que connaissent tous les astronautes et que je ressens actuellement. Et pourtant, je ne suis pas dans une fusée, ni même dans l'espace, mais bien dans un avion. La preuve, nous récupérons la gravité terrestre, en tout cas notre poids. Nous sommes dans un avion, celui de Novespace, l'un des 3 spécialistes mondiaux du vol 0G. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol, l'émission aéronautique et spatiale de France 3. 2 domaines que nous allons jumeler aujourd'hui puisque ce sont ceux dans lesquels évolue Novespace. Alors cette filiale du CNES installée ici à Mérignac près de Bordeaux a pour vocation de proposer des vols paraboliques en avion, des vols qui permettent de reproduire la microgravité que l'on retrouve dans l'espace. Vous allez tout savoir sur ces vols et leur intérêt en commençant par une rencontre avec quelqu'un qui est un grand spécialiste de l'apesanteur. Je suis sûr que vous allez le reconnaître. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de te retrouver ici, dans le cockpit de la 310 de Novespace? Eh bien, parce que je fais partie on est 7 pilotes en Europe qualifiés à conduire cette belle machine chez Novespace. Donc, on est les seuls en Europe. Il y a 3 ou 4 avions dans le monde qui font ça, à faire des vols paraboliques. Et j'ai la chance de faire partie de ces gens-là. Alors, on va revenir sur cette qualification un peu plus tard, cette nouvelle corde à ton arc déjà bien garnie. La dernière fois qu'on t'avait vu, ça faisait 1 mois et demi que tu étais revenu de ton séjour dans la Station Spatiale Internationale. Tu étais encore en réadaptation. Qu'en est-il aujourd'hui? Médicalement, tout est nominal? Médicalement, tout va bien. Ouais, j'ai récupéré toutes mes capacités comme avant le vol. J'ai même quelques kilos en plus, on va dire. Mais non, tout va bien. Et je me prépare, je me maintiens en forme en espérant pourquoi pas peut-être repartir dans l'espace. Alors justement, c'est quoi la vie d'un astronaute? On avait évoqué à ce moment-là. Après le vol, on attend le prochain. Comment est-ce que ça se passe? Alors il y a eu une période où on a assuré un peu, je vais dire, le service après-vente de la mission, parce qu'on a fait beaucoup d'activités pour faire participer les jeunes, etc. Donc il a fallu ensuite aller rencontrer ces gens-là. Ça c'était important pour moi de le faire, les gens qui s'étaient impliqués, qui avaient suivi la mission. On a fait beaucoup de débriefing, remise en forme. Il a fallu terminer les expériences scientifiques. Ça implique aussi du travail après le vol. Et puis suite à ça, petit à petit, j'ai repris ma place au centre des astronautes, mon rôle. Donc un peu d'entraînement pour maintenir des capacités. Et puis surtout en ce moment, utiliser cette expertise, on va dire, que j'ai acquise en volant dans l'espace, pour faire marcher les projets de l'ESA. Il y a plein de projets, c'est énormément de boulot pour envoyer des gens et des expériences dans la station spatiale. Donc d'être impliqué dans tous ces projets au sol, ça permet de les faire marcher. Donc c'est à ça que je passe 80% de mon temps maintenant. Et donc ton quotidien, c'est quoi? C'est Cologne? Mon quotidien, c'est Cologne. 1 fois par mois à peu près, je viens piloter cet avion. Sinon, Cologne. Et puis 1 fois de temps en temps, encore des opérations, on va dire, communication, rencontre de gens, des choses comme ça. C'est sympa. Bon, on espère que tu repartiras bientôt dans l'espace, bien évidemment. Raconte-nous donc pourquoi tu as eu envie de venir piloter cet avion. Parce que cet avion, on va dire sur Terre, c'est le seul endroit où l'aéronautique et l'espace se rencontrent en fait. C'est aéronautique fondamentalement, parce qu'évidemment on est à bord d'un avion, ça se pilote comme un avion normal, il n'est pas modifié. Mais par contre, ce qu'on fait à l'arrière, c'est de la recherche spatiale. Et c'est vraiment pour moi la rencontre des 2 mondes. Moi j'ai un passé de pilote et puis un présent d'astronaute, donc ça me paraissait idéal quelque part. Alors explique-nous en quoi consiste cette parabole et à quel moment on se retrouve en apesanteur? Alors cette parabole, ça va consister à se mettre en fait en chute libre. L'impesanteur, c'est jamais que de la chute libre. Nous, on chute autour de la Terre avec tellement de vitesse qu'en tombant, on ne touchera jamais le sol parce qu'on va très très vite. Ici, on peut on peut vivre cette sensation-là de manière réduite. On prend énormément de vitesse en vol en palier. On va décrire une courbe, on monte à 50 degrés d'assiette, donc l'angle que fait le nez de l'avion avec l'horizontale, on monte très très fort. Ensuite, arrive en haut de cette courbe, on va piloter doucement la trajectoire en forme de cloche pour que pendant cette chute,
et ben, tout le monde dans la cabine flotte, tout le monde, mais aussi évidemment les expériences, les matériaux, etc. Et puis évidemment, ça ne peut pas durer éternellement, parce que là, on décrit une trajectoire qui a quand même tendance à être assez fortement descendante. Il va falloir reprendre le vol en palier, que tout se stabilise, et ensuite on peut en enchaîner comme ça 30 sur un vol scientifique. Bon, on verra ça tout à l'heure. Au niveau des commandes, je crois que vous êtes plusieurs à agir sur les commandes en même temps. Oui, alors on est 3 à piloter en même temps, ce qui n'est pas habituel. En avion, il y a toujours une seule personne aux commandes. Là, on se partage les choses en 3. Il y a un pilote qui est responsable uniquement de l'axe de tangage, donc monter, descendre. Voilà. On va rajouter un manche fixe, en fait, où on n'a pas la commande de roulis, donc droite-gauche, où on peut uniquement monter, descendre. Lui, il va suivre son accéléromètre, c'est lui qui est responsable de la qualité de la manœuvre. Le deuxième pilote, lui, pour le coup, est responsable de contrôler le roulis, de garder les ailes horizontales, de maintenir l'avion sur sa trajectoire. Et lui va donner la petite musique, en fait, les annonces techniques qui rythment la manœuvre. Le troisième pilote, lui, il est responsable des manettes des gaz, donc l'accélération, on va dire, horizontale sur la trajectoire. Et aussi de surveiller que tout se passe bien. Cet avion, il est très peu modifié au final. Donc le carburant va voler dans les réservoirs, le fluide hydraulique vole, enfin lévite, donc ça donne lieu à pas mal d'alarmes malheureusement, et c'est à lui de surveiller que toutes ces alarmes sont bien connues, sont bien prévues et qu'elles ne mettent pas en danger la conduite du vol. Alors toi qui connais parfaitement la pesanteur spatiale, est-ce que celle que l'on va revivre ici dans cet avion est proche de celle que tu as connue pendant 6 mois? Ouais, physiquement c'est la même chose. La petite différence, c'est qu'ici, on la pilote, donc on essaie de piloter ça de manière très fine. Donc on est à plus 0,05, moins 0,05, donc quand même 5, 10, moins 2. Mais malgré ça, quand on se base sur le zéro, bon, dès qu'on est un tout petit peu positif ou un tout petit peu négatif, on voit les choses monter ou descendre dans la cabine. Donc c'est pas tout à fait aussi stable que ce qu'on peut obtenir dans la station spatiale, où là c'est vraiment parfait. Et puis pour des périodes, pour 6 mois d'impesanteur, là c'est à coup de 20 secondes. Donc c'est quand même pas exactement la même chose. Nous on va se prendre un petit peu pendant 20 secondes donc pour Thomas Pesquet. Vous avez raison. Merci Thomas. Avec plaisir. Le but de ces vols n'est pas uniquement d'offrir des sensations à ses passagers, fussent-ils ex-astronautes. Sa vocation première, c'est avant tout la recherche scientifique. Pas moins de 10 équipes internationales participent à cette campagne, la 139e depuis le début des vols 0G ici en 1997. 10 expériences dans des domaines très différents comme la médecine, la mécanique des fluides ou encore l'étude du feu en apesanteur. C'est la thématique choisie par une équipe parisienne que nous avons suivie lors de sa préparation. One minute. 1, 2, 3. D'accord. Alors, paramètres sélectionnés pour la parabole 1 du jour 2. Valve ouverte, flow autorisé, allumage autorisé. 30 seconds. Ils s'entraînent avec la voix d'un pilote. Leurs gestes sont parfaitement calés sur le décompte. 40. Dans quelques jours, ces scientifiques seront à bord d'un avion pour des expériences en micro-pesanteur. Injection. Allumage. Donc le 30-40 que vous venez d'entendre, c'est le pilote qui annonce l'inclinaison de l'avion. L'avion rentre en parabole à environ 50 degrés et va donc suivre une trajectoire de boulet de canon qui finira lorsque l'avion aura trouvé 40 degrés d'inclinaison dans l'autre sens. L'expérience qu'ils vont réaliser en microgravité consiste à étudier le comportement d'une flamme. Un fil électrique installé dans une chambre de protection est allumé à distance. Une caméra filme le résultat. Injection. Différents paramètres sont testés. La pression, la vitesse et la composition de l'air envoyé dans la chambre. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Énormément du travail est fait au sol en amont. Une fois qu'on monte dans l'avion, il ne doit y avoir aucun changement en fait. C'est-à-dire que toutes les conditions qu'on va avoir, on en a 31 qui se succèdent, elles sont déjà toutes préparées au sol. Pour une condition, ça veut dire qu'il faut avoir choisi quel phénomène on cherche à observer, savoir dans quelle gamme de pression, d'oxygène on va la trouver. Et derrière, il faut être capable de maîtriser tous les paramètres, par exemple de la caméra qu'on va utiliser. Là, à chaque séquence, il y a 10 paramètres de caméra à régler. Pression suffisante, ouverture. Alors, température, ok. On ouvre. 1, 2, 3. L'idée, donc, c'est de pouvoir faire de la détection de flammes pour les véhicules spatiaux habités, puis de l'extinction, éventuellement. Donc, pour pouvoir faire tout ça, en fait, il faut être capable de simuler une flamme.
donc de connaître les phénomènes physiques qui conduisent à sa propagation. C'est l'idée. Donc on va dire, c'est de la sécurité incendie de l'espace. Le premier incendie dramatique dans l'histoire de la conquête spatiale remonte à 1967. 3 astronautes américains ont trouvé la mort dans la capsule Apollo alors qu'ils faisaient des tests au sol. Que s'est-il passé? Le feu s'est propagé avec une rapidité effrayante, avivé par l'atmosphère d'oxygène. Désormais, il faut comprendre pour pouvoir continuer l'Apollo. L'autre incendie historique date de 1997 sur la station Mir. Les cosmonautes avaient dû condamner le module dans lequel le feu avait pris. Les agences spatiales américaines, japonaises, russes et européennes travaillent désormais sur cette question. En France, l'équipe de Guillaume Legros, spécialisée dans le comportement des flammes, a été sélectionnée par le CNES. Depuis 6 ans, il tente de comprendre comment maîtriser le feu en apesanteur. Si vous éteignez brutalement un gros incendie, vous allez avoir tout un tas de fumées qui vont s'en libérer parce qu'elles n'auront pas eu le temps de brûler. Ça peut être un gros souci pour l'atmosphère qu'il va falloir régénérer par la suite. Regardez ce qui se passe pour une flamme qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Il se passe exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Si je l'éteins brutalement, cette flamme, en la soufflant, vous voyez toutes les fumées qui s'en dégagent. Alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire en particulier sur l'expérience qu'on mène ici à l'Institut d'Alembert. C'est d'essayer de comprendre comment ces particules de suie vont affecter la propagation de flammes. À bord d'une station spatiale comme l'ISS, les spationautes peuvent toujours s'échapper avec une navette en cas d'incendie. Une solution de secours impossible pour ceux qui partiront à la conquête de Mars. Il reste donc quelques années pour savoir maîtriser le feu dans l'espace. De commencer les paraboles proprement dites, nous volons vers la zone qui nous est dédiée pour réaliser ces expériences. L'occasion peut-être pour les scientifiques de régler les dernières choses qu'il y a encore à régler pour leurs expériences et nous d'interroger le médecin de bord. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre corps quand on va faire ces fameuses paraboles? Donc il y a 3 phases dans le vol. Donc le vol normal, après les pilotes vont tirer le manche et là donc on va être un peu en hypergravité, 1,8 G. Donc on va se sentir vraiment poussé contre le sol, le sang va redescendre vers les jambes. Ça peut donner une sensation de tête légère. Et surtout ça peut stimuler l'oreille interne et donner le mal des transports. C'est une phase un peu critique. Et après les pilotes repoussent le manche et relâchent les gaz. Et là à ce moment-là on est en 0 G, en apesanteur, comme dans la station spatiale. Alors quelles sont les contre-indications, puisqu'on a tous passé une visite médicale avant de monter à bord, c'est qu'il y a bien des difficultés corporelles liées à ces figures? Oui, bien sûr. Donc il peut y avoir des problèmes sérieux qui peuvent arriver, notamment parce que justement en phase d'hypergravité, le sang descend dans les jambes et en hypogravité, donc en apesanteur, le sang remonte vers le cerveau. Donc dès qu'on a un problème cardiaque, neurologique, ça peut être des problèmes sérieux qui peuvent arriver. Donc pour ça on a une visite médicale. Et par contre, des problèmes moins graves, mais tout aussi gênants, mais qui peuvent être gênants, c'est le mal des transports. Donc là, c'est l'oreille interne. Alors justement, comment on fait pour ne pas avoir le mal des transports? Alors, il y a plusieurs techniques. Donc déjà, pas mal de choses, c'est la chance, comment on est fait, comment on est né. Et aussi, il y a pas mal d'entraînement, donc notamment les pilotes. Et donc après, on a des médicaments qu'on peut utiliser contre le mal des transports, comme en bateau par exemple. Bon. On espère qu'on n'aura pas le mal des transports pour vous faire vivre parfaitement cette expérience.
vous propose de vivre en live, comme si vous y étiez, la séquence complète d'une parabole. Les pilotes ont mis les gaz, tiré sur le manche, donc l'avion redresse son nez. Pendant ce temps-là, nous, ça nous écrase. Vous voyez, j'ai du mal à porter mon bras, il pèse un peu plus de 1,5 fois son poids, 1,8 fois exactement. Donc on est soumis à 1,8 G. L'avion est à 30 degrés d'inclinaison, 40 degrés d'inclinaison, et bientôt les pilotes vont pousser sur le manche. Et on va se retrouver, yippee-ki, en apesanteur, comme Thomas Pesquet et tous ses prédécesseurs. Voilà, en l'absence de sensation de poids en tout cas. Donc on flotte dans l'espace. C'est très très agréable comme sensation. Et bientôt, il va quand même falloir retrouver. Voilà. Hop, voilà. Les pilotes ont retiré sur le manche, alors que l'avion était à piquer. On est en train de se redresser, donc on pèse de nouveau 1,8 fois le poids de son corps. Ça va durer une vingtaine de secondes. Et vous allez l'entendre tout à l'heure, le pilote va nous dire qu'on est revenu en vol stable, en vol parallèle au sol. Et on sera donc de nouveau à 1 G de la gravitation terrestre. C'est le cas. Voilà. Eh bien, on repart dans une parabole dans 1 minute. Eh oui. Vous avez un cobaye à côté de vous, à quoi il sert exactement? Donc on mesure les capacités de son cerveau à s'adapter à un environnement sensoriel extrême qui est la microgravité. D'accord. Et de manière pratique, qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors il fait un mouvement, il se lève d'une chaise et il s'assoit, il se chronomètre en même temps, et après il imagine le mouvement qu'il vient de faire et il se chronomètre en même temps, en phase de 1G, 2G et 0G. Et c'est un sujet exceptionnel puisque c'est un pilote de chasse. Du Normandie-Niemen. Il m'a donné son badge et il vous l'a donné aux E. Et en fait l'idée c'est qu'ils ont des capacités exceptionnelles d'adaptation qu'ils ont acquises par leur entraînement. Et je veux voir s'il y a un transfert de cette excellence dans la gestion des informations sensorielles non fiables à un environnement sensoriel qu'ils ne connaissent pas, qui est la microgravité, parce qu'en fait, eux subissent que de l'hypergravité. Et ça va vous servir à quoi de mesurer tout cela? Mais déjà, ça peut servir aux sciences spatiales, parce que s'il s'avère que l'entraînement qu'ils ont pratiqué pour devenir pilote leur donne un avantage pour s'adapter, on peut se dire que c'est des choses qu'on peut adapter aux astronautes. Mais ça sert aussi aux données cliniques dans des pathologies où les patients ont des déficiences sensorielles. C'est la même chose, comprendre comment le cerveau s'adapte. Plus de 15 secondes avant la parabole, je vous laisse travailler. Augustin, explique-nous ce qui va se passer là. Alors ce qu'on va voir devant vous, c'est une flamme qui se propage sur un tout petit fil électrique. Donc là on est en train de préparer toutes les conditions. On a derrière nous là, des bouteilles d'air et d'azote pour créer juste un écoulement d'air autour de notre échantillon. Là, on attend que les paramètres soient tous stabilisés, puis que l'hypergravité se termine. Et on va déclencher l'allumage là en appuyant dans quelques secondes d'ailleurs. Vas-y. Donc là, alors là, on voit très peu, mais donc c'est bon maintenant. On voit la flamme qui se propage sur le fil. Là, ce qu'on observe maintenant, ça va être toutes les caractéristiques de la flamme, donc sa vitesse et puis son aspect. D'accord. Si vous allumez une bougie en apesanteur,
elle va créer en fait une flamme sphérique, un peu ronde, et qui va disparaître à l'œil. Et ça rend la chose à la fois très jolie quand on la voit sur une petite bougie, mais très dangereuse si vous avez un feu un peu important. Pourquoi elle disparaît à l'œil ? Eh ben parce que ce qui rend une flamme lumineuse, ce sont des petites particules, en fait, des amas de carbone qui sont dans les zones chaudes de la flamme. Et là, comme ces particules ne sont plus poussées vers le haut, en fait, elles ne rentrent pas forcément dans ces zones de haute température. Et du coup, votre flamme disparaît. En fait. Alors qu'elle est là. Elle est toujours là, il y a toujours une zone très très chaude. Ok. Il faut juste que je redéclenche. Alors si vous aussi, vous voulez connaître cette expérience à bord d'un vol Novespace, plusieurs solutions pour vous. D'abord me remplacer à la présentation de carnet de vol, ça encore c'est faisable. Plus compliqué peut-être, vous faire sélectionner comme astronaute par l'ESA ou encore passer un doctorat et vous faire sélectionner par le CNES pour réaliser une des expériences qui sont faites à bord. Et il vous reste une dernière méthode, plus simple mais aussi plus onéreuse, vous faire payer un vol de ce qu'on appelle le R0G. Ça permet de faire des figures un peu comme celle que je viens de faire. Et une de nos équipes a participé à un de ces vols, regardez. La scène semble surréaliste. Il n'y a pourtant aucun trucage. Une quarantaine de passagers de cet Airbus vit l'expérience de la pesanteur, d'habitude réservée aux astronautes. Difficile de revenir sur Terre après un tel vol. C'était extraordinaire. J'ai longtemps rêvé de voler dans mes rêves. Enfin, je volais dans mes rêves. Là, mon corps s'est volé, moi aussi. D'un coup, on se retrouve la tête en bas et on ne sait plus comment se tenir, qu'est-ce qu'il faut faire. En un mot, je dirais renversant. L'Airbus dans lequel ils ont pris place a décrit une quinzaine de paraboles dans le ciel. Lorsque l'avion chute avec un angle de 45 degrés, les passagers flottent dans la cabine. Le corps ne pèse plus rien pendant 22 secondes. L'absence de gravité autorise toutes les facéties. Vous êtes assis au plafond ? Ouais. Ça, c'est sympa de s'asseoir au plafond. Même après 3 vols dans l'espace, Jean-François Clairvoy ne s'en lasse pas. C'est une sensation qui est très particulière parce qu'elle a de spécial que c'est justement un manque de sensation. On ne sent plus son poids, on ne sent plus son corps qui presse sur quelque chose ou qui est retenu par quelque chose. Et on peut même aller jusqu'à oublier qu'on a un corps. On est juste une conscience flottante. C'est un rêve d'enfant exaucé à l'âge adulte pour ces passionnés. Certains ont même emmené un doudou. On était 3, oui, mais moi, les papas et des enfants, ça l'esprit, parce que c'est une expérience à partager et j'ai voulu la partager avec mes enfants. Le vol coûte 6 000 €. L'argent récolté permet de financer les recherches scientifiques menées dans cet avion unique en Europe. Dans une telle expérience, le plus dur est la descente. Bon, Guillaume, ça y est, fin de cette campagne de vol parabolique. Combien de temps d'études après vos vols et combien de temps ça vous occupe au sol ? Bon, grosso modo, on fait 2 campagnes par an. Et très honnêtement, le temps entre deux campagnes n'est pas trop. Et pour dépouiller les résultats qu'on a obtenus et pour préparer celle d'après. Donc il y en aura une prochaine là ou pas ? On espère au printemps, oui, pour fitter éventuellement une 1000e parabole. Retour sur le plancher des vaches avec quelqu'un que vous allez sans doute reconnaître. Jamy, bonjour. Bonjour Pierre-Jean. Alors est-ce que je peux te demander ce que tu faisais à bord de cet avion ? Eh bien à bord de l'avion, on est en train de préparer une émission Un monde de Jamy consacrée à l'homme dans l'espace. Et tout naturellement, eh bien, on est venu tester le vol 0G, l'impesanteur, avec en plus un pilote auquel on ne s'attendait presque pas, Thomas Pesquet. Voilà, on tourne l'émission avec lui et donc on a fait ce vol avec lui. Alors raconte-nous tes sensations, comment est-ce que tu as vécu cela ? Alors j'ai vécu ça ce matin, avant le vol, j'étais entre l'appréhension et l'excitation. Le plus étrange en fait, ça fait un peu plus de 50 ans que je vis avec la sensation de mon poids et c'est de se dire je vais voler, faire vivre pendant quelques minutes
sans cette sensation. C'est même pas une nouvelle sensation, c'est une absence de sensation. Et ça, c'est le plus extraordinaire parce qu'au moment où on se retrouve en apesanteur, eh bien, on a l'impression que nos membres n'existent plus puisqu'on ne les sent plus. On a l'impression d'être Le ventre aussi, au niveau du ventre aussi. Une espèce de conscience là, qui se balade là, dans la free floating zone. C'est très étrange et ça permet, je dirais, juste après, de mieux prendre conscience justement de notre proprioception et de tous les sens qui vont autour. C'est quand on les perd qu'on se rend compte effectivement de l'importance de nos sens. C'est vraiment... Quand est-ce qu'on verra ça à la télé? Au mois de mai. Au mois de mai, quand on va commencer à parler des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Bon, ben écoute, en juillet. Mais... Voilà, on suivra ça bien évidemment. Nous, on se retrouvera bien sûr avant, dès la semaine prochaine. Puis il y a une tradition, Jamy, à la fin de cette émission, on souhaite bon vol. Bon vol à nos téléspectateurs. Bon vol.